Je vous remercie d'être aussi nombreux présents pour assister à notre webinaire qui est organisé avec nos partenaires d'ASG Capital, Igal Cohen et Stephen Grolin, que je leur laisserai le soin de se présenter tout à l'heure. Donc, l'objet de notre webinaire ce soir, c'est de vous exposer pourquoi nous pensons qu'il est intéressant aujourd'hui de se positionner sur le marché obligataire américain et pourquoi la solution qui est offerte par ASG Capital nous paraît intéressante pour des investisseurs européens. Donc, juste un bref rappel historique. L'inflation a fortement monté dans l'année post-Covid pour plein de raisons, dû à la fois au grippage des chaînes de production, aux dépenses publiques, ensuite à la guerre ukraino-russe. Tous ces éléments ont fait qu'on s'est retrouvé dans une situation inédite avec des taux d'inflation qui dépassaient les 10% et qui ont conduit les autorités monétaires partout dans le monde à intervenir en remontant drastiquement leur taux d'intérêt. Donc, elles ont commencé à le faire au niveau des pays émergents, avec notamment le Brésil ou le Mexique. Ensuite, les États-Unis ont suivi. Les autres pays européens et l'Union européenne ont clôturé cette phase de hausse des taux des directeurs. Donc, toute l'année 2022 a été marquée par des hausses continues de ces taux, un durcissement monétaire qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. L'inflation a commencé à ralentir, mais pas suffisamment, ce qui fait que les taux sont restés stables à un niveau élevé en 2023 et jusqu'au début de l'année 2024. Simplement maintenant, depuis le début de l'année, on commence à voir les effets de ce durcissement monétaire. L'inflation se réduit, donc elle le fait depuis un an et demi, mais depuis le début de l'année, on commence à se rapprocher de l'objectif de 2%. Donc quand on était à 3%, on disait oui, mais le dernier pourcent, ce sera le dernier kilomètre qui sera le plus difficile. Voilà, il semblerait qu'on arrive quand même à le franchir, puisque les dernières statistiques nous laissent penser qu'on y est quasiment aux 2%. En même temps, la croissance européenne est très faible, elle ralentit aux États-Unis. Donc, il y a urgence à redonner un peu de peps aux économies occidentales. Et pour cela, bah, il va falloir que les banques centrales réduisent leur taux directeur, maintenant que la menace inflationniste est moins forte qu'elle ne l'a été. Donc les banques centrales européennes, anglaises et celles des pays émergents auparavant ont réduit leur taux directeur au début de l'année. Maintenant, c'est le tour donc la Banque centrale européenne va réduire de nouveau ses taux directeurs et maintenant c'est la Banque centrale américaine qui a laissé entendre que c'était pour très bientôt la première baisse des taux. Donc, on hésite entre 0,25 et 0,50% de baisse. On pense que ça sera 0,25, mais on voit bien qu'on est à un point d'inflexion où l'inflation commence à être maîtrisée, même si on pourra peut-être revenir tout à l'heure sur le fait que tout danger n'est pas écarté. Et donc, on est dans une situation où les taux, dans ce point d'inflexion, où les rendements sont élevés et les taux d'intérêt devraient commencer à baisser. Ça, c'est une situation qui est tout à fait favorable au marché obligataire, puisque les coupons qui sont versés par les émetteurs sont significatifs et que la baisse des taux devrait redonner de la valeur au prix d'achat de ces obligations. Donc, à la fois, on peut avoir du rendement et de la plus-value, si tout se passe bien. Donc, c'est une situation qui nous paraît intéressante. L'Europe, où l'inflation s'est réduite plus rapidement qu'aux États-Unis, a déjà pour partie anticipé ce phénomène. Et donc, on estime qu'aux États-Unis, où les taux sont les plus élevés aujourd'hui dans le monde occidental, c'est là où on a le plus de rendement et probablement aussi le plus de perspectives de baisse des taux et donc de hausse des valeurs obligataires. Donc voilà un petit peu pourquoi le marché obligataire américain nous intéresse et qu'est-ce qui nous a conduit à travailler en partenariat avec ASG pour aborder ce marché obligataire américain. Ben, ASG, c'est d'abord une société de gestion qui est américaine. Donc nos clients savent que quand on cherche à investir aux États-Unis,
Souvent, ce sont des sociétés de gestion européennes qui nous proposent leurs solutions, avec des analystes qui sont situés en Europe. Et ASG, c'est pas le cas. Ils sont localisés à Miami. Igal et Steven, même s'ils parlent français, ils sont américains. Ils travaillent aux États-Unis. Ils sont immergés dans l'écosystème américain. Et donc, vous avez affaire à une gestion locale. Donc ça, c'est le premier intérêt d'ASG Capital. Le deuxième intérêt, c'est que leur métier, c'est vraiment l'obligataire, qui est une classe d'actifs qui est tout à fait particulière, qui est assez technique. Et donc, eux, ils ont cette expertise d'investir sur les marchés obligataires. Et troisième raison qui fait qu'on aime bien ASG Capital, c'est que c'est une société qui existe depuis une quinzaine d'années, qui a fait ses preuves, qui a des performances à mettre en face de son historique. Et donc, ben, ces trois raisons qui font, ce sont ces trois raisons qui font que on a envie de vous présenter ce soir les dirigeants de la société SG et pour qu'ils puissent nous exposer, vous exposer leurs solutions d'investissement. Donc, je propose que Igal et Steven déroulent leur exposé en deux phases, avec d'une part ben, nous présenter rapidement qu'est-ce que SG Capital, et ensuite revenir un petit peu plus spécifiquement sur le fonds principal qu'ils proposent aux investisseurs européens, qui s'appelle ASG Dynamic Income, qui est accessible, comme ils vont nous l'expliquer tout à l'heure, à la fois en dollars pour les investisseurs internationaux et en euros pour les investisseurs européens qui ne souhaitent pas être exposés à l'évolution de la devise dollar. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais dire en préambule de l'intervention d'Igal et de Steven, que je remercie encore d'avoir bien voulu participer à notre webinaire pour nos clients français. Et avant de leur laisser la parole, je vous propose, si vous avez des questions à poser, de nous poser par le chat et je les retranscrirai à Igal et à Steven en fin de webinaire. Voilà, Igal et Steven, je vous laisse la parole. Igal, peut-être tout d'abord pour nous préciser un petit peu qu'est-ce que la société SG Capital. Igal, à toi la parole. Nous sommes une sorte de vieux couple dans, dans notre domaine d'activité. Euh, Notre ADN, effectivement, est très income, très obligataire, avec également un ADN immobilier dans le cadre des dettes privées immobilières, qui fait partie d'une stratégie d'investissement séparée qui n'a rien à voir avec la présentation d'aujourd'hui. Notre équipe est composée de deux gestionnaires et un analyste et 6 collaborateurs dans la structure. Nous avons une plateforme de gestion qui permet de prendre des mandats de gestion à l'intérieur de contrats d'assurance vie luxembourgeois notamment, et également de banques dépositaires américaines pour mettre à contribution notre conviction de gestion obligataire. Steven? Merci Igal et bonjour et bonsoir à tous. Je voulais faire un regard assez généraliste sur la situation pour renforcer les propos que Patrick vient juste nous présenter d'une part, et d'autre part, car le marché obligataire américain, qui est le plus gros marché de dette au monde, est absolument immense et d'aller dans la granularité, les spécificités, nous prendrait plus que la séance de ce soir. Donc, pour rappel, de notre point de vue en termes d'analyse, la performance d'un portefeuille obligataire est déterminée par trois grandes influences. On a déjà mentionné l'effet taux, mais l'effet taux se constitue sur le court terme, le moyen et le long terme. Le deuxième point, c'est la santé économique du pays et des emprunteurs obligataires qui la composent. Et on ira un peu plus dans le détail sur ce point-là. Et enfin, le troisième point, qui n'est pas des moindres, c'est le flux de liquidités. Alors, comme disait Patrick, la situation inflationniste se confirme. Il y a un ralentissement assez conséquent. Mais juste pour rappel, on était monté effectivement sur des niveaux d'inflation aux États-Unis à 9%, ce qui avait amené les taux directeurs de 0,25 à 5,25, ce qui est un mouvement absolument
considérable. Pour l'instant, on est sur la base de 3%, qui n'est pas tout à fait le point pivot pour la Banque centrale, mais néanmoins, ils nous indiquent qu'ils vont enclencher vers une baisse à venir. Mais l'inflation pointe dans les indicateurs devant nous qu'on irait bien en dessous des 3% et beaucoup plus peut-être vers les 2, voire en dessous des 2. Alors, la confirmation est apportée par M. Powell lors de sa conférence de presse à Jackson Hole que les taux directeurs de son pays ne sont plus adaptés au regard de cette évolution et cette évolution inflationniste. Ce qui nous fait penser qu'il y a un potentiel très particulier et particulièrement intéressant pour le marché obligataire dollar. Alors, d'une part, on part en termes comparatifs par rapport à d'autres pays concurrents sur des monnaies fortes, de taux directeurs aux États-Unis de 5,25 par rapport aux autres concurrents. Juste pour vous donner une idée de l'implication de ce différentiel de taux, le Bund allemand et le bond du Trésor américain ont vu leur rendement baisser tous les deux aux alentours de 20% depuis le début de l'année. Donc, les marchés sont assez corrélés en termes d'évolution des taux. Ce que ça représente pour le Bund, ça s'est traduit par une baisse de rendement de 0,50, tandis que le bond du Trésor, lui, a baissé de 1%. En termes de plus-value, par contre, obligataire sur la partie 10 ans, on est sur une plus-value pour le Bund de 4% et une plus-value pour le bon du Trésor américain de 8%. Donc on voit qu'il y a un avantage considérable de plus-value sur la partie taux qui avantage le fait de partir sur des taux plus élevés dans un pays par rapport à un autre. Le deuxième point à retenir, c'est que effectivement la Banque centrale européenne a déjà enclenché une politique de baisse des taux, ainsi que la Banque d'Angleterre, la Banque nationale suisse, la Banque du Canada. Nous sommes vraiment face à un peu en retard. En général, les Américains sont précurseurs et amènent le reste du troupeau avec eux, mais cette fois-ci, ils sont un petit peu derrière tout le monde. Alors, par rapport à l'étendue de la progression de cet ajustement monétaire, pour l'instant, les marchés anticipent une évolution du taux directeur vers les 3% fin 2025. Donc, on est sur une base d'une division par deux des niveaux actuels. Mais le président de la Fédérale Réserve confirme que si le ralentissement économique et le chômage ralentissement économique venait à se confirmer, le chômage venait à augmenter plus que prévu, alors il pourrait aller effectivement plus loin. Donc vous voyez qu'il y a déjà du fait qu'on parte de plus haut et il y a plus en fin de compte de taux à enlever de l'équation, nous donne un potentiel assez important par rapport aux concurrents. Le deuxième point par rapport au comportement et au fonctionnement de la Banque centrale américaine, c'est qu'elle est sujette à deux mandats. Le premier, c'est la maîtrise de l'inflation et le deuxième, c'est la stabilité de l'emploi. Donc, le basculement de la situation actuelle où nous avons un chômage historiquement bas et une inflation peut-être plus élevée que souhaitée par le comité directeur de cette banque pourrait nous amener dans une situation où le chômage augmente et l'inflation devient maîtrisée. Alors, il n'y a plus aucune raison pour que la Banque centrale américaine ne soit pas plus souple dans l'évolution de la baisse des taux à venir. Donc, pour nous, il y a une petite précaution quand même à garder en tête, c'est que l'inflation pourrait repartir à la hausse, ce qui n'est pas la tendance actuelle d'ici quelques mois. Pourquoi ce scénario n'est pas à exclure? Car le comportement du gouvernement fédéral en termes de dépenses et déficits abyssaux sont une composante en dépensant sans compter qui pourrait réanimer l'inflation d'ici un an, peut-être 2 ans. Donc c'est quelque chose à garder en tête. Et comme c'était un des éléments qui avait motivé les hausses de 2022 et 2023, il faut avoir une certaine précaution et une certaine prudence par rapport à ça. Alors la manière dont nous gérons la situation, c'est que nous voulons garder une flexibilité de positionnement
en termes d'allocation qui soit plus ciblée, soit sur le court, moyen ou le long terme. Donc, nous évaluons d'une manière permanente le positionnement sur la courbe pour optimiser la performance de potentiel par rapport aux risques qui pourraient advenir. Donc, nous trouvons que le sweet spot, pour reprendre un terme local, actuel est un positionnement sur une duration de 3 à 5 ans, car c'est le meilleur point d'équilibre. Il intègre une part de précaution sur l'évolution de l'inflation que je venais de mentionner d'ici 12 à 24 mois, mais c'est aussi peut-être la partie de la courbe qui risque de baisser plus fortement que d'autres d'ici quelques mois. Ouais, Igal. Steven, est-ce qu'on pourrait expliquer pour nos spectateurs qui ne sont pas familiers avec le marché obligataire, en quoi la durée d'une obligation peut jouer sur son prix et expliquer comment il est corrélé aux conditions de marché? Oui, bien sûr. Euh, L'évolution des taux, un changement de taux de 1% pour prendre un exemple, sur un an a une influence sur le potentiel du sous-jacent obligataire d'une manière limitée. Donc, en fin de compte, la plus-value qu'on peut escompter sur un an sur un ajustement de taux de 1% est restreint. Donc, plus nous nous positionnons sur des parties, sur des durations, des échéances longues, 5 ans, 10 ans, plus nous nous donnons l'optionnalité de faire plus de plus-value ou moins de plus-value. La contrepartie de ça, c'est qu'effectivement, on intègre une sensibilité. Plus on est sur la partie longue, les taux peuvent évoluer sur une période de 10 ans, chaque année jusqu'à la fin de la période de 10 ans. Donc, par conséquent, il faut accepter cette volatilité en contrepartie du potentiel de plus-value. Donc, c'est on va dire, un équilibre entre le potentiel de plus-value qu'on pourrait avoir et la volatilité d'un portefeuille jour le jour, qui est valorisé jour le jour, ça c'est les portefeuilles actuels, qui est des valorisations assez classiques, qui est un arbitrage à faire en permanence. C'est un arbitrage qui dépend de la courbe des taux telle qu'elle est définie par le marché, en fait. Où le 5 ans, ou le 10 ans, ou le 2 ans peuvent, leur prix respectif peut varier en fonction des anticipations des investisseurs. Il est évident que pour la situation actuelle où nous avons une courbe de taux inversée, le potentiel de baisse en termes de taux rendement absolu, euh, pardonnez-moi, je me remets. Je, On a perdu l'image. C'est bon, c'est voilà, revenu. je reviens. Le potentiel de taux en termes de baisse sur la partie 10 ans est plus restreinte sur la partie 5 ans car la courbe est inversée. Donc, il y a non seulement la structure de la courbe, mais le deuxième point, c'est l'anticipation, nos anticipations de ce qui pourrait advenir. Si le scénario d'inflation se matérialise dans 2 ans, vous allez retrouver une remontée des taux longs. Donc, par conséquent, ce n'est pas un actif à garder en portefeuille d'une manière permanente. Donc, c'est non seulement une évaluation de où on est mieux positionné, mais c'est aussi le potentiel, quel est le meilleur potentiel de baisse. Et dernièrement, c'est aussi le portage, parce que avoir une obligation, nous ne jouons pas seulement la plus-value, mais aussi la rente qui en découle. Donc, si la rente est faible, il faut contrecarrer ça sur le potentiel ou pas de plus-value qui pourrait advenir. Donc, c'est une analyse qui est permanente, Patrick. C'est par rapport aux évolutions inflationnistes, évolution du narratif monétaire et évolution de aussi notre perspective nous-mêmes de comment nous voyons les choses. Ouais, en fait, les personnes qui sont un peu béotiennes en finance peuvent penser que c'est plus facile d'acheter des obligations que d'acheter des actions, mais en fait, c'est beaucoup plus technique. Oui, ça peut l'être dans un contexte où les changements de politique monétaire adressent les problématiques inflationnistes ou pas à un moment donné. Donc, il y a des situations où les niveaux de taux d'inflation étant à des niveaux relativement faibles,
on peut se contenter de faire ce qu'on appelle du buy and hold, c'est-à-dire détenir l'obligation à maturité en paiement son coupon et remboursement du principal. Nous sommes dans une situation un peu différente et la situation de 2022 nous l'a montré, puisqu'on était dans un schéma d'inflation et donc de devoir adresser cette problématique inflationniste avec cette montée fulgurante des taux d'intérêt qui a eu un impact extrêmement important sur la valorisation des portefeuilles obligataires. Donc, l'investisseur lambda qui pense avoir son coupon et qui décide d'avoir des obligations longues en portefeuille en 2022 a eu tout faux dans son choix d'investissement et les performances ont été catastrophiques dans ce contexte-là. L'indice, par exemple, Barclays Investment Grade Corporate Index, était en baisse de 15%, 15% en 2022, ce qui est énorme pour un portefeuille, pour un indice obligataire benchmark. Donc, c'est en cela qu'une gestion obligataire dynamique a tout son sens. Elle prend en compte un certain nombre d'éléments dans la prise de décision d'investissement et c'est ce que nous efforçons de faire dans notre gestion obligataire dynamique. Le deuxième point qui impacte l'évolution en performance d'un portefeuille obligataire, c'est également la santé économique du pays et des emprunteurs obligataires qui la composent. La santé de l'emprunteur est fondamentale car elle détermine le niveau de spread, ce qu'on appelle la prime de risque, entre le taux sans risque US Treasury et le taux de l'émetteur emprunteur. Le gage de santé financière est noté à un indice de notation qui s'appelle le rating de l'emprunteur. Nous sommes attentifs dans la gestion de notre portefeuille à la santé économique du pays dans lequel l'emprunteur évolue. Par exemple, une situation de ralentissement, une situation de récession, une situation de dépression, une situation de croissance. Les scénarios sont multiples. On peut avoir un scénario de croissance sans inflation ou une récession avec inflation, ce qu'on appelle la stagflation. Ce sont des éléments que nous prenons en compte en permanence dans notre approche de gestion ASG. Il est important de rester sur des émetteurs de qualité qui navigueront sans difficulté à travers ces différents environnements macroéconomiques. Et on se focalise sur des emprunteurs de renom, les top 1000 entreprises mondiales de Forbes. Le risque crédit dans ce contexte est limité à travers un portefeuille qui est également extrêmement diversifié. Nous avons à peu près entre 60 et 80 émetteurs en portefeuille pour une maîtrise optimale de la gestion de risque. De plus, nous intervenons sur une courbe de taux d'intérêt en dollars. Donc la situation macroéconomique aux États-Unis est fondamentale dans nos prises de décision d'investissement. Donc la Fédérale Réserve, en fait, appliquera un scénario d'assouplissement ou de rétrécissement monétaire en fonction de la situation macroéconomique. Donc le fait que nous ayons également un positionnement sur des prêts relais immobiliers nous permet de jauger la situation macroéconomique de manière un peu plus fine et qui nous permettront de prendre des décisions d'investissement adéquates sur notre gestion obligataire dollarisée. Le troisième élément qui évolue en performance, qui a un impact sur l'évolution de la performance d'un portefeuille obligataire, Steven, ce sont les flux de liquidité, qui est le troisième élément nécessaire à prendre en compte dans un portefeuille. C'est le grand chapitre, et si je peux me permettre, c'est un petit peu la cerise qui est cachée dans la forêt par rapport au marché obligataire américain. Alors, pour vous donner une indication, bien évidemment, les obligations n'ont pas été des actifs en grande demande, surtout dans le cadre de la hausse des taux que j'ai mentionné tout à l'heure, de 0,25 à 5,25 sur les taux directeurs en 2022 et 2023. Donc, les grands bénéficiaires de cette situation, c'est-à-dire que l'argent doit aller quelque part, ont été d'une part, ou pour une quote-part, les bourses actions. Vous avez vu les performances
par rapport à ça, mais principalement des produits monétaires, à savoir des produits de rente très, très court terme. Généralement, la rente en dollars, que ça soit localement et aussi d'une manière internationale, est très forte depuis de nombreuses années. Pourquoi? Parce que le marché de rente, le marché obligataire américain, est le plus gros marché au monde. Alors, il y a une partie considérable d'épargne actuellement qui est parquée dans des fonds monétaires. On estime que c'est de l'ordre de 6 trillions de dollars, ce qui n'est pas négligeable. Ça représente 20% du PIB américain. Ce montant n'a jamais été aussi conséquent depuis de très, très nombreuses années. Donc, tout le monde se trouve du même côté du bateau, à savoir investi sur des actifs à très court terme. À partir du moment où les taux vont enclencher une baisse à partir de septembre, très probablement, cette masse d'épargne va vouloir quitter le périmètre actuel pour venir se déverser sur le marché obligataire d'une manière plus classique, ce qui donne un potentiel de flux acheteur pour des obligations américaines en dollars conséquent, très très conséquent, et d'une manière beaucoup plus marquée que d'autres marchés obligataires dans le monde. Donc, notre approche par rapport à ça, c'est qu'il faut rester pleinement investi sur des actifs à fort rendement, dans un contexte de rente où il y a de la rente généralisée, en attendant cet engouement potentiel d'investisseurs monétaires qui reviendraient chercher un retour sur investissement. Je rappelle au passage européen que vous le savez bien, que le fait d'avoir des taux d'intérêt négatifs a poussé énormément d'investisseurs à chercher de la rente ailleurs, là où ils pouvaient le trouver. Et nous pensions que si les taux baissent tels que c'est projeté sur le marché obligataire actuellement, c'est-à-dire vers le point pivot de 3%, voire plus bas, effectivement, cette manne monétaire pourrait revenir se déverser sur des produits obligataires qui ont été délaissés les 2 dernières années. OK. Et donc, votre principal outil pour investir sur le marché obligataire américain, c'est le fonds ASG Dynamic Income? Tout à fait. En fait, nous avons deux fonds d'investissement, un fonds réglementaire américain qui s'adresse à une clientèle US uniquement, et nous avons un fonds d'investissement UCITS de droit luxembourgeois disponible à la commercialisation en France, dont la distribution est assurée par Beaubourg Patrimoine, entre autres, sur le marché français. ASG Dynamic Income Fund UCITS est accessible à la commercialisation réglementairement approuvée en Europe et qui est présent dans les compagnies d'assurance en termes de fonds disponibles à la commercialisation. En conclusion, en fait, un point important à prendre en compte dans le contexte actuel, c'est que, on l'a dit, nombreux voyants sont au vert dans un contexte de baisse des taux qui démarre avec un assouplissement monétaire imminent par la Federal Reserve pour un potentiel intéressant des actifs obligataires en dollars. Et donc le fait d'avoir une gestion en dollars complètement couverte pour les investisseurs en euros est beaucoup plus attractif en termes d'opportunités d'investissement que d'avoir un portefeuille géré en euros. Je m'explique. Les sous-jacents que nous avons en portefeuille sont bien plus attractifs sur le marché dollar dans un début d'assouplissement monétaire plutôt que de rentrer peut-être pas à la fin, mais en tout cas sur des actifs en euros sur lesquels le potentiel de plus-value est réduit ou restreint. Et en plus de cela, le coût de la couverture, il faut savoir que lorsqu'on on rentre sur la tranche en euros d'un fonds géré en dollars, il y a un coût de couverture. Le coût de couverture de change qu'on intègre pour des investisseurs souhaitant une exposition en euros risque de baisser fortement dans un contexte de baisse des taux aux États-Unis. Le coût de la couverture aujourd'hui est aux alentours de 2%. Il peut être amené à être réduit dans un contexte de baisse des taux puisque le coût de la couverture est lié en fait à un différentiel de taux entre les deux devises. Et donc, dans ce contexte-là, il est
il est plus que jamais intéressant de bénéficier d'une gestion dollar qui a plus de potentiel de performance avec un coût de la couverture qui sera réduit par la même dans le futur. Ça, c'est très clair. J'ai quelques questions à vous poser sur le fonds Dynamic Income. Est-ce qu'on pourrait citer je voudrais vous poser trois petites questions. La première, c'est quelle est la taille du fonds, toutes parts confondues. La deuxième, c'est quelles sont les principales participations en termes d'obligations. Et la troisième, c'est le rendement que vous avez en portefeuille actuellement. John, tu veux y aller? Euh, Steve. on va, je vais commencer par la fin, si je peux me permettre. Les actifs en moyenne dans le fonds fin août ont un rendement de 7,18% pour une duration en dessous de 4 années, aux alentours de 3,78. Pour vous donner un peu une idée de la qualité des actifs, on est sur une base de triple B-, c'est-à-dire investment grade. Donc on est vraiment sur une partie de qualité. On n'est pas dans le monde du high yield. Et vous constaterez que sur les actifs qu'on a en portefeuille, le rendement qu'on affiche est un rendement plutôt similaire à des marchés émergents ou des marchés high yield. Mais les sous-jacents sur lesquels nous investissons sont des dettes subordonnées. C'est juste une classification particulière par rapport aux dettes sur lesquelles nous intervenons. Par rapport à la liste Les émetteurs? des émetteurs. Bon, elle est diverse et variée. On ne tourne pas trop le portefeuille. Il y a une soixantaine de positions, principalement de l'américain. Il y a des financières classiques comme Bank of America, US Bank Corp, Citicorp. Il y a aussi des émetteurs européens en dollars, Deutsche Bank, Société Générale, BNP comme exemple. On a des industriels, soit des industriels de l'énergie comme TransCanada ou Enbridge. On a des industriels de l'énergie électrique comme euh, Florida Power, Nextera. On a une variété, en fin de compte, on cherche à avoir une variété d'émetteurs dans le portefeuille. L'essentiel, c'est que ça soit des grosses structures, des grosses capitalisations et des émetteurs obligataires avec un excellent track record, plus une capacité de financement et de refinancement dans des contextes qui pourraient évoluer à l'avenir. La troisième, la dernière question concerne La taille du fonds. Ouais. la taille de ce fonds est à 12,5 millions de dollars actuellement. D'accord, ok. Et en termes de performance, depuis le début de l'année, vous avez la part non hedgée, la part qui n'est pas couverte contre l'évolution des devises, la part la plus pure en dollars, elle a progressé de combien? Voilà, donc la clean version, c'est-à-dire la gestion en dollars du portefeuille sur la tranche retail est à 7%. La tranche retail en euros est à 5,71%. Encore une fois, le coût de la couverture est amené à baisser dans les semaines et mois qui viennent. Euh, Là, c'est quand même une performance qui se compare déjà assez favorablement cette année, 2024, par Oui. rapport à des fonds de qualité européens. Hein. Et même si la Banque centrale américaine n'a pas baissé ses taux, vous êtes tout à fait compétitif depuis le début de l'année par rapport aux fonds comparables européens. oui, Pas- il peut y avoir bien sûr des phénomènes d'anticipation qui ont déjà été exprimés dans le marché, mais on considère qu'on est au tout début de ce phénomène d'anticipation et donc le potentiel obligataire est là, et il est présent et 2024-2025 voilà, sont des potentiels intéressants pour nous. On verra les résultats en fin d'année et 2024 et en fin d'année 2025. La thématique obligataire a énormément de valeur aujourd'hui. Euh, voilà, sur un autre fonds obligataire que nous avons sur le marché US,
sur lequel on a, on va dire, plus de flexibilité en termes de classe d'actifs, de leverage, etc. Nous sommes en hausse de 9% sur ce fonds-là qui s'adresse à des clients US. Euh, on pense que l'obligataire long dans le contexte actuel, c'est là où il faut être. C'est pour cette raison qu'on a choisi d'avoir une duration de moins de 4 ans dans le portefeuille. Mais encore une fois, la gestion a vocation à être dynamique, flexible, parce que nous sommes dans une situation budgétaire qui peut varier d'une manière substantielle. Dans un contexte d'élection en novembre où ils décident de dépenser des niveaux bien plus abyssaux qu'ils ne le font actuellement. Et donc, on n'est pas à l'abri d'une situation stagflationniste, quelque part, c'est-à-dire situation récessionniste liée à situation de ralentissement d'activité slash récession, mais dans un contexte où on dépense à nouveau, et donc on peut avoir une résurgence de l'inflation à un moment donné. On est simplement en alerte sur nos positions. Le positionnement du moment est long dans le portefeuille. Il est possible qu'il soit plus court dans un contexte où l'inflation ressurgit de nouveau. C'est l'intérêt d'avoir une gestion obligataire dynamique et de performance absolue dans le portefeuille. Avant de terminer, une question qui nous est posée justement par rapport aux élections et par rapport à ce que tu venais de dire. Quel est parmi les deux candidats qui vont postuler à la présidence américaine, quel est celui qui paraît le plus risqué pour le marché obligataire? Le plus risqué ou le plus responsable, les deux ne nous paraissent pas responsables. Le populisme de gauche nous fait peur, avec l'arrivée de Kamala Harris éventuellement, et le populisme de droite nous fait peur également. Nous sommes dans une situation un peu compliquée. Il s'avère que l'un est plus friendly que l'autre Du en termes business? de business, qui est en fait Trump, et nous permettra, voilà, donc il y a un certain nombre de considérations à prendre en compte. On pense que les deux sont des dépensiers, et donc c'est en cela qu'on doit être extrêmement vigilant par rapport à ce point, à ce point, à ce point très précis de la dépense budgétaire américaine. Ok, Steven, Igal, on n'a rien oublié. On- Non, Patrick, je voulais juste souligner en fin de compte la performance est donc depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, donc il faut annualiser bien évidemment pour avoir une perspective de ce qu'est la performance ou le rythme de performance sur cette année. Le deuxième point, et j'insiste un peu là-dessus, le fait que les taux monétaires soient si élevés aux États-Unis, au-dessus de 5%, a retenu énormément d'épargne sur des actifs très court terme. Donc, on peut voir en fin de compte des flux de liquidités revenir et nous n'avons pas encore senti ça jusqu'à présent sur ce que nous faisons. Et c'est pour ça qu'on affiche toujours des rendements à 7%, parce que logiquement, dans un contexte où les taux sont anticipés en 2025 à 3, on devrait être plus proche du 5 ou du 6, ce qui n'est pas le cas. Donc, nous, ça nous réconforte, ça nous donne une certaine perspective. Mais comme toute chose, le comportement de la mesure qui n'est pas toujours tenue dans certaines parties du fonctionnement administratif nous inquiète et c'est pour ça qu'on joue la carte de la prudence. Donc le rendement, oui, mais pas à n'importe quel prix. Ok, écoutez, je vous remercie tous les deux. Vos explications ont été très claires et j'espère en donner envie à nos internautes et à nos clients de souscrire à votre fonds s'ils ne l'ont pas déjà fait. Je voudrais remercier aussi les participants à ce webinaire. Et puis, donc, on a enregistré un replay du webinaire qu'on va vous envoyer, qu'on enverra aussi à tous nos autres clients. Vous êtes déjà largement présents dans nos contrats d'assurance vie, mais nul doute que ce webinaire va convaincre les clients qui n'ont pas encore les fonds ESG dans leur location de le faire. Et écoutez, merci pour tout encore et à très bientôt. Merci Steven, merci Igal. Allez, Merci. bonne journée, je vous dis. Hein. Allez, au revoir. Au revoir.